Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est virtuellement et avec tout le contexte et l'appareillage technologique qui nous permet d'être ensemble cet après-midi. Alors, donc, effectivement, c'est moi qui ai eu le charmant mandat de vous présenter aujourd'hui les résultats du sondage. Raymond vous a déjà expliqué un peu pourquoi nous avons voulu faire ce sondage-là. Donc, on souhaitait vraiment explorer l'impact de la pandémie sur la vie quotidienne et familiale des hommes, ainsi que sur leur santé mentale. On a voulu aussi connaître leur perception des consultations à distance, puisque, à cause de la pandémie, il y a plusieurs services qui étaient auparavant en présentiel qui ont passé à un mode à distance et nous voulions savoir vraiment quelles étaient les perceptions des hommes à cet égard-là. Et on a toujours vraiment dans ce comité-là le désir d'être pertinent pour l'amélioration des services. Alors, on a voulu aussi cibler quelles seraient les adaptations à apporter aux interventions et aux services actuels afin de bien répondre aux réalités masculines en temps de pandémie. Donc, c'est les trois objectifs que nous nous étions fixés. Alors, je n'étais pas seule, bien sûr, dans le comité scientifique. Il y avait d'autres chercheurs académiques, donc M. Jacques Roy, du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, Olivier Ferlat de l'Université de Montréal, Philippe Roy de l'Université de Sherbrooke et Gilles Tremblay de l'Université Laval. Nous étions aussi en charmante compagnie, bien accompagnés par des représentants de différents milieux de pratique. Donc, Raymond était présent avec nous, Pierre Brassard, qui est le coordonnateur du ROIM, Hélène Laflamme, qui est responsable, en tout cas, qui travaille dans le dossier santé et bien-être des hommes au CIUS du Centre-Sud de Montréal, et Valérie Richer, qui est la directrice du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Alors, voilà pour le groupe dont je me fais la porte-parole aujourd'hui. Donc, le sondage a été initié vraiment par le Comité régional en santé et bien-être des hommes de l'île de Montréal, ainsi que par le regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Et par la suite, le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, ainsi que le pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, ont embarqué dans la démarche avec nous pour pouvoir obtenir des données représentatives de l'ensemble de la province. Donc, on a procédé à un suréchantillonnage. On est allé recruter 1159 hommes à l'extérieur de Montréal pour vraiment pouvoir avoir aussi un portrait provincial. Et le Community Health and Social Services Network a financé la traduction des rapports en anglais. Donc, c'est vraiment le fruit vraiment d'un beau partenariat et nous avons confié le sondage à la firme Somme. Donc, la population qui était à l'étude pour ce sondage était composée donc des hommes adultes québécois qui habitent l'île de Montréal. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pour le mandat de vous présenter vraiment les données pour l'île de Montréal. Donc, le sondage a été réalisé du 13 au 31 janvier 2021. Donc, ça, c'est important de garder en tête cette période de temps-là lorsqu'on va interpréter un peu les résultats parce que, bien sûr, la situation a pu évoluer depuis. Les données ont été pondérées pour les 5 territoires des CIUS de Montréal selon l'âge, la proportion d'hommes vivant en couple, la proportion d'hommes de 65 ans ou plus vivant seuls, la scolarité et la langue. Donc, nous avons une marge d'erreur de 3,5 et un niveau de confiance de 95 ce qui est très bien. Alors, voilà pour les détails un petit peu techniques. Donc, je vais vous présenter vraiment les résultats en 5 parties. Donc, je vais tout d'abord vous parler de l'impact de la pandémie sur la santé mentale des hommes. Par la suite, je vais vous parler un peu de leur vécu en lien avec la COVID-19 et leur perception des mesures sanitaires. Ensuite, nous allons aborder l'impact de la pandémie sur la vie quotidienne et familiale des hommes. Par la suite, la consultation des ressources et je tenterai une petite conclusion avant que nous puissions ouvrir la période d'échange. Alors, allons-y avec la première partie, l'impact sur la santé mentale. Alors, ce que je vous présente en ce moment, c'est les résultats par rapport à un indice de détresse psychologique. Donc, cet indice de détresse, c'est le Kessler-6, qui est un questionnaire qui est utilisé partout dans le monde pour évaluer la détresse psychologique. Nous avons choisi pour ce sondage-ci d'utiliser le seuil de détresse psychologique élevé puisque nous savons que la pandémie, c'est un peu normal que la santé mentale des personnes soit légèrement affectée. Donc, on a préféré y aller vraiment avec un seuil élevé de détresse psychologique. Et donc, simplement pour vous dire, le Kessler-6 est composé de 6 items et il mesure donc au cours du dernier mois à quelle fréquence la personne s'est sentie nerveux, déprimé, fatigué au point où tout est un effort, agité ou incapable de rester en place, désespéré ou bon à rien. Donc, à partir de ces 6 items-là et de la fréquence que les répondants mentionnent, on calcule un score. Et donc, l'indice de détresse psychologique élevé, c'est à partir d'un score de 13 et plus.
à cet indice-là. Donc, je m'arrête ici pour les détails plus méthodologiques, mais je trouvais quand même que c'était important de vous les mentionner. Alors, nous avons observé que plus d'un homme sur 5 Montréalais souffrirait de détresse psychologique élevée, ce qui est un taux qui est plus du double que celui qu'on observait en 2018 lorsque nous avons procédé à un sondage qui utilisait la même mesure. Donc, le taux à l'époque était de 9 %, donc on obtient un taux de 21 % en ce moment. On constate également que Montréal est la région la plus touchée, puisque les hommes montréalais présentent des indices de détresse psychologique élevés, plus élevés que dans le reste de la province. Alors qu'en 2018, il n'y avait pas de différence dans le taux de détresse des hommes montréalais et de ceux des autres Québécois. Alors, une piste d'explication possible est le fait que la pandémie, jusqu'à tout récemment, en tout cas, le Montréal était l'épicentre de la pandémie, donc c'est là où on observait le plus de personnes qui étaient des cas positifs, c'est là où on observait aussi le plus de décès liés à la COVID, et on sait également qu'à Montréal, c'est là où on observe les taux de pauvreté les plus importants, et on sait que la pandémie a beaucoup plus toucher les populations plus défavorisées. D'ailleurs, vous allez voir que c'est en filigrane un peu le fil conducteur de toute ma présentation d'aujourd'hui, les inégalités sociales de santé qui existent et qui ont été exacerbées par la pandémie. Donc, vous voyez sur la diapo que certains groupes d'hommes ont été beaucoup plus touchés par la pandémie que d'autres par rapport à leur indice de détresse psychologique élevé. Donc, les taux de détresse élevés sont beaucoup plus élevés chez les célibataires, chez les hommes plus jeunes, donc de 18 à 34 ans, chez les hommes qui sont peu scolarisés. Donc, c'est écrit sur la diapo, vous voyez, les hommes qui n'ont aucun diplôme ou qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles. Les hommes aussi dont le revenu personnel est inférieur à 35 000 par année présentent des indices de détresse plus élevés, ainsi que les anglophones. Donc, l'importance des inégalités sociales de santé, c'est quelque chose qui est vraiment considérable. Puis vous allez le voir tout au long de la présentation par rapport à différents indicateurs de bien-être ou de difficultés. Vous allez retrouver toujours cette persistance des inégalités sociales de santé. OK. Donc, on leur a demandé aussi, en comparaison avec la période avant la pandémie, est-ce qu'ils considéraient qu'ils étaient plus anxieux, plus irritables ou qu'ils consommaient davantage? Donc, ce qu'on constate, c'est qu'environ la moitié des hommes rapportent être plus anxieux ou irritables par rapport à avant la pandémie et que plus d'un homme sur 4 rapporte que sa consommation d'alcool ou de drogue a augmenté par rapport à ce qu'elle était avant la pandémie. Donc, vous constatez aussi sur la diapo que les hommes qui présentent des indices de détresse élevés sont beaucoup plus nombreux à rapporter ce type de difficultés, donc l'anxiété, l'irritabilité et la consommation de substances. On constate aussi que les hommes qui ont vécu une situation liée à la COVID-19 présentent aussi des taux de problèmes plus importants. Et je vous expliquerai dans la prochaine diapo qu'est-ce que c'est une situation vécue en lien avec la COVID. On constate aussi par rapport à l'irritabilité que les hommes qui vivent dans leur ménage avec des enfants de moins de 18 ans rapportent être plus irritables. Pour vivre moi-même avec des enfants de moins de 18 ans en période de pandémie, je peux comprendre que parfois c'est difficile lorsqu'on fait du télétravail, que les enfants peut-être font une certaine période d'école à la maison. Ça peut être quelque chose qui joue un peu sur les nerfs et qui nous rend plus irritables. D'autant plus que quand on vit dans une situation socio-économique plus précaire, avec des logements plus exigus, des problèmes d'argent qui s'ajoutent à tout ça, donc l'irritabilité est au rendez-vous. Alors, voilà pour la santé mentale. En ce qui concerne maintenant le vécu en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires. Alors, quelles étaient ces situations vécues en lien avec la COVID-19? Tout d'abord, donc, il y avait le fait d'avoir fait un test de dépistage pour la COVID, mais qui s'est avéré négatif. Il y avait aussi le fait d'avoir au moins un membre de sa famille ou de son entourage proche qui a reçu un diagnostic de COVID-19, avoir soi-même reçu un diagnostic positif de COVID-19, avoir au moins un membre de sa famille ou de son entourage qui est décédé, donc être endeuillé de la COVID-19 ou être en attente d'un résultat à un test de COVID-19. Donc, vous voyez sur la diapo que environ 41 % des hommes montréalais rapportent avoir vécu au moins une de ces situations-là, et que les proportions sont plus élevées pour les hommes homosexuels, les hommes âgés de 18 à 24 ans et ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé. Bon.
C'est un sondage transversal, c'est-à-dire que si on avait un seul temps de mesure, c'est pas possible pour nous, avec ce genre de données-là, de dire est-ce que c'est le fait d'avoir vécu une situation liée à la COVID-19 qui a exacerbé la détresse ou c'est que les hommes qui n'allaient pas bien au plan psychologique sont davantage susceptibles d'avoir rencontré ce type de situation-là. Ce qu'on sait, probablement, c'est un peu des deux. Dans la littérature scientifique, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont beaucoup plus exposées à la COVID-19 et aussi que ils sont plus nombreux à en mourir. Donc ça a été vraiment démontré avec des données très solides. Donc, c'est ce que je peux vous rapporter par rapport à ça. On sait aussi que, dans le fond, la détresse psychologique plus élevée est davantage présente chez les hommes qui vivent en situation de défavorisation socio-économique et que, justement, les personnes qui vivent en situation de précarité sont plus susceptibles aussi d'avoir été contaminées à la COVID-19 parce qu'ils occupent des emplois précaires, ils ne peuvent pas faire de télétravail, ils vivent souvent dans des endroits plus exigus, des logements plus peuplés. Alors, c'est ce qui pourrait expliquer ces résultats-là. On constate aussi que les niveaux de détresse psychologique sont plus élevés chez les jeunes et que les jeunes rapportent aussi avoir été plus en lien avec des situations vécues liées à la COVID. Donc, tout ça se tient et est très cohérent. Par rapport au respect des mesures sanitaires, donc on constate que la quasi-totalité des hommes montréalais dit respecter régulièrement ou toujours les mesures sanitaires. Donc là, je continue de m'adresser à vous. OK. Donc, la quasi-totalité des hommes montréalais dit respecter régulièrement ou toujours les mesures sanitaires. Et par contre, les mesures les plus difficiles à respecter toujours, sont la distanciation de 2 mètres, le lavage des mains et l'évitement des rencontres avec plusieurs personnes. Donc, on voit que, grosso modo, les hommes ont embarqué avec les consignes de la santé publique et de manière quand même très satisfaisante. Par rapport à leur niveau d'accord avec les mesures sanitaires, on voit que le port du masque et les restrictions concernant les rassemblements génèrent les plus hauts niveaux d'accord, mais que l'adhésion diminue quand même par rapport à la fermeture des restaurants, des gyms, des bars et par rapport au couvre-feu. Et je vous rappelle bien sûr que ce niveau d'accord a pu évoluer avec le temps, avec ce qu'on voit dans l'actualité. Là, bon, le couvre-feu à 20 heures à Montréal, etc. Donc, on peut penser que le niveau d'accord a pu peut-être diminuer par rapport à ce qu'il était en janvier. Alors, maintenant, l'impact sur la vie quotidienne et familiale. Alors, les 3/4 des hommes estiment que la pandémie a eu des impacts plutôt ou très négatifs sur leur vie quotidienne. Et on remarque aussi que cette proportion atteint 85 % chez les hommes qui présentent un indice de détresse psychologique élevé et de 79 % chez les hommes qui ont vécu une situation en lien avec la COVID. Donc, on remarque vraiment que quand même la pandémie a laissé peu d'hommes indifférents ou bon, il y a quand même 17 % de notre échantillon qui a rapporté que la pandémie n'avait eu aucun impact sur leur vie quand même. Ils sont chanceux et 9 % qui rapportent avoir eu même des impacts positifs de la pandémie. Mais vous voyez vraiment, c'est clairement une minorité. Et parmi cette minorité-là, notamment chez les gens qui ont rapporté n'avoir eu aucun impact, on retrouve les hommes de 65 ans et plus, ainsi que les hommes qui présentent un indice de détresse psychologique faible. Nous avons questionné nos participants par rapport à l'impact de la pandémie sur leur vie conjugale. Et là, on remarque que la majorité des hommes rapportent que leur vie conjugale n'a pas vraiment été affectée par la pandémie. Ils n'observent pas de changement dans leur relation de couple entre avant la pandémie et maintenant. Par contre, on remarque quand même qu'il y a le quart des participants qui rapportent qu'il y a des tensions accrues dans le couple, des conflits qui se sont exacerbés pendant la pandémie, donc le quart. Et donc, cette situation-là plus difficile est davantage présente chez les hommes dont le revenu est inférieur à 35 000 $ par année. Donc, on peut s'imaginer que les hommes qui vivent en situation de précarité socio-économique, ça crée un stress supplémentaire sur le couple. C'est possiblement des hommes qui soit occupent un travail précaire, soit ont perdu leur emploi, ou soit ils vivent de prestations d'assistance sociale, par exemple. Donc, l'instabilité économique, c'est vraiment un facteur de stress très important qui peut exacerber les difficultés conjugales. On constate aussi que les hommes qui vivent avec des enfants de moins de 18 ans dans leur foyer
rapporte aussi plus de tensions de couple. Alors ça, la gestion des enfants en temps de pandémie, ça peut aussi être quelque chose qui est exigeant pour les hommes et pour les femmes aussi, bien entendu. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a 36 des hommes qui ont des enfants dans leur foyer qui rapportent plus de tensions dans le couple. Et donc, les hommes qui vivent de la détresse psychologique élevée rapportent également plus de tensions. Donc ça fait du sens également. Par contre, vous voyez, je vous parle depuis le début d'inégalité sociale. Il y en a quelques-uns qui ont été chanceux, qui rapportent une amélioration dans leur relation de couple. Il y en a 17 Bien, ceux-là, c'est les hommes qui ont un revenu supérieur à 100 000 donc qui sont plus fortement représentés dans cette situation-là, ainsi que les hommes plus âgés de 65 ans et plus. Donc, on voit que les familles avec enfants, les hommes en situation de plus de précarité économique sont ceux qui ont plus de difficultés au plan de leur relation conjugale. Donc, ça pourrait être quand même inquiétant. Il va falloir, pendant la période de discussion, en discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces hommes-là. On a demandé aussi à nos participants est-ce que la pandémie avait eu un impact sur leur relation avec leurs enfants. Ce qu'on constate, c'est qu'il y en a quand même 50 qui ne rapportent pas de changement. Donc, un homme sur deux dit, un papa sur deux, dans le fond, dit non, ça n'a pas changé mes relations avec mes enfants. Par contre, vous voyez, il y en a le quart qui disent que ça s'est détérioré et l'autre quart qui disent que non, ça s'est amélioré. Et encore une fois, sans surprise, des inégalités sociales à cet égard. Donc, les hommes qui vivent avec des revenus plus faibles rapportent davantage de dégradation dans leur relation avec leurs enfants, alors que les hommes qui détiennent un diplôme universitaire, eux, un homme sur trois qui détient un diplôme universitaire rapporte une amélioration dans les relations avec les enfants. Peut-être parce qu'ils passent plus de temps à la maison à cause du télétravail. Donc, c'est vrai que ça peut créer des frictions, mais en même temps, plus de temps de qualité avec les enfants aussi quand on est fortuné et qu'on vit peut-être dans des environnements plus favorables avec des conditions de logement agréables. Encore une fois, on voit que l'indice de détresse élevé est associé à davantage de problèmes. Donc, je vous rappelle encore une fois que puisque notre devis était transversal, donc un seul temps de mesure, on ne peut pas savoir si les difficultés psychologiques des hommes nuisent à leur capacité à exercer leur rôle de père de manière plus sereine, ce qui est fort probable, ou si c'est l'inverse, c'est les tensions avec les enfants qui augmentent la détresse. Probablement que tout ça, ça se nourrit l'un l'autre, mais donc je vous rappelle quand même les limites de l'étude que je vous présente aujourd'hui. On constate vraiment que les hommes sont plus préoccupés par rapport à leurs enfants qu'avant la pandémie. Donc, ils ont vraiment des sources d'inquiétude. Ils sont notamment préoccupés par rapport à la vie sociale de leurs enfants, par rapport à leur bien-être psychologique, au temps qu'ils passent devant les écrans, n'est-ce pas? Et par rapport à leur réussite scolaire aussi. Donc, c'est des sources de préoccupation importantes. Et encore une fois, les données ne vous sont pas présentées parce que la diapo est déjà assez chargée, là. Reste qu'on observe encore une fois des inégalités par rapport à cela, puisque les hommes plus fortunés et qui possèdent un diplôme universitaire sont beaucoup moins préoccupés que les hommes qui sont moins bien nantis. On a demandé aussi à nos participants s'ils étaient inquiets de la transmission de la COVID-19 par les enfants, parce que les enfants fréquentent l'école. Et donc, vous voyez, c'est très partagé, là. Il y en a à peu près le quart qui se disent très préoccupés par cela, et donc les hommes qui présentent un indice de détresse élevé encore plus. Hein. Le quart aussi disent moyennement préoccupés, le quart un peu préoccupé, puis 18 pas du tout préoccupés. Donc, on voit que, bon, grosso modo, il y a de l'inquiétude palpable chez nos participants. Alors, ça clôt le volet impact de la pandémie sur la vie quotidienne et la vie familiale. Maintenant, j'aimerais vous parler de la consultation des ressources. On a quand même des données assez intéressantes à vous partager aujourd'hui. Donc, par rapport à la consultation d'un médecin depuis le début de la pandémie, donc on voit que 54 de nos participants ont consulté un médecin. La plupart ont reçu une consultation téléphonique. Il y en a 27 qui rapportent une consultation en personne. Et bon, la web consultation est quand même peu fréquente. Il y a quand même une petite minorité qui disent « J'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie. » Donc, probablement que les hommes étaient inquiets d'aller consulter dans ce contexte-là et qui ont préféré s'abstenir. Donc, il faut quand même garder ça en tête. C'est pas si inquiétant, 8 mais bon, de toute façon, c'est beaucoup discuté dans les médias là, avec les spécialistes qu'effectivement, la pandémie peut avoir eu un impact de reporter des consultations, donc reporter des diagnostics et donc avoir des impacts sur la santé physique et psychologique à cause du non-recours au service.
Et maintenant, en ce qui concerne l'intervenant psychosocial, donc on savait déjà en 2018 là, que les intervenants psychosociaux sont très peu consultés par les hommes, malheureusement. Donc, vous voyez, ça se confirme encore une fois ici. Il y a seulement 12 de notre échantillon qui rapportent avoir consulté. Et là, vous voyez que les modes de consultation sont quasiment identiques. 6 pour la consultation en personne, 4 pour une consultation téléphonique et 4 par vidéo. Ce qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est de constater que c'est seulement un homme sur 5 qui présente une détresse psychologique élevée, okay? Donc il ne va vraiment pas bien, qui ont consulté un intervenant psychosocial. On sait que les médecins peuvent aider quand tu vis de la détresse psychologique, mais reste que quand même les intervenants psychosociaux, probablement vous en faites partie, ont un rôle tout à fait important à jouer quand les gens ne vont pas bien au plan psychologique. Et donc, quand on parle d'intervenants psychosociaux, on parle des psychologues, des travailleurs sociaux, des intervenants du milieu communautaire. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a un homme sur 5, donc 20 qui présente un indice de détresse psychologique élevé, qui dit « Oui, moi, j'aurais dû consulter, hein, mais j'ai reporté après la pandémie. » Donc, ça aussi, c'est inquiétant. L'autre élément, il y a 60 des hommes qui ont un indice de détresse psychologique élevé qui disent « Oh non, moi, je n'ai pas vraiment besoin de consulter. » C'est quand même étonnant. Alors, moi, je pense que cette diapo-là est particulièrement intéressante, puis j'aimerais qu'on puisse y revenir dans la période de discussion, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la proportion d'hommes qui consultent les intervenants psychosociaux lorsqu'ils présentent un indice de détresse psychologique élevé et qui reconnaissent que oui, ces professionnels-là pourraient les aider à apaiser un peu cette souffrance-là. Donc, je vous invite à en discuter par la suite. On leur a demandé quelles étaient leurs préférences par rapport à la consultation d'un médecin. Donc, on voit vraiment ici une préférence marquée pour la consultation en personne. Donc, la consultation par téléphone puis par vidéo, c'est seulement un homme sur 5 qui préfère cette modalité-là. Et on constate que les hommes qui ne font pas de télétravail du tout, donc les hommes qui se promènent, qui continuent à exercer leur travail vraiment sur le terrain, dans la communauté, préfèrent encore plus là, les consultations en personne. Ils sont moins familiers avec la vidéoconférence, par exemple. En ce qui concerne l'intervenant psychosocial, on note encore une fois la préférence pour la consultation en personne. Et vous voyez que cette préférence-là augmente d'une manière quand même significative et importante pour les hommes qui présentent de la détresse psychologique élevée. C'est 55 cette préférence-là. Et pour les hommes moins scolarisés. Par contre, la consultation par vidéo est plus intéressante. C'est une modalité qui est préférée davantage chez les personnes qui font du télétravail uniquement. Donc, ils sont très familiers avec Zoom et compagnie, j'imagine, et les universitaires. Alors, donc ça, c'est fort intéressant puisqu'il y a eu beaucoup de services qui sont vraiment passés à un mode consultation à distance. Et puisque les hommes préfèrent moins ce type d'intervention-là, bien, c'est possiblement un obstacle qui s'ajoute dans leur route vers la recherche d'aide lorsqu'ils vivent des difficultés. Et là, bien sûr, on était intéressé à leur perception de l'efficacité de ces consultations à distance-là. Alors, vous voyez que c'est quand même assez partagé, hein? Il y a une minorité d'hommes qui pensent que ces consultations à distance-là sont plus efficaces que les consultations en personne. Il y en a à peu près le tiers qui disent bon, ça doit être aussi efficace, mais il y en a pas loin de la moitié, 62 dans le cas des consultations par téléphone et 47 dans le cas des consultations par vidéo, qui disent non, c'est moins efficace. Alors là, moi aussi, ça me préoccupe, là, parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont passées à ce mode à distance-là pendant la pandémie. Donc, si la perception des hommes est que c'est moins efficace, bien ça aussi, ça va ralentir leur consultation. Je sais, pour avoir examiné un peu la littérature scientifique, il y en a un peu de données, en fait pas mal par rapport à la psychothérapie, là. La psychothérapie à distance par vidéo serait aussi efficace que la psychothérapie en personne, mais par rapport aux autres consultations psychosociales, on a peu de données sur l'efficacité. Donc ça, je pense que c'est vraiment des pistes de recherche futures à regarder de notre côté, en tout cas des chercheurs. Bon. Moi, je parle souvent de fracture numérique. Hein. On sait que la plupart des hommes montréalais ont accès à l'équipement, mais reste qu'il y a une proportion de la population, et encore une fois, c'est toujours la population la plus vulnérable, qui n'a pas accès aux équipements nécessaires pour faire des consultations à distance, notamment par vidéo. Donc, des hommes qui n'ont pas accès à l'Internet haute vitesse, il y en aurait 11 dans notre échantillon.
17 qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à une tablette avec caméra et micro, et 16 qui n'ont pas accès à un endroit pour discuter en toute confidentialité. Et donc, on peut penser que donc, il y a 17 qui n'ont pas accès à l'un ou l'autre des équipements de base pour les consultations par vidéoconférence, donc à distance. Et donc, ça, c'est préoccupant. Et pour avoir discuté avec la responsable du sondage chez SOM, c'est probablement une sous-estimation importante de la réalité, puisque le sondage a été mené par, c'est un sondage en ligne, et donc ça sous-estime toute la réalité des gens qui sont en situation vraiment plus précaire et qui n'ont pas accès à ces éléments-là. Et donc, vous avez vu sur la diapo que les personnes moins fortunées, les personnes moins scolarisées et les personnes qui présentent plus de détresse ont moins accès à ces équipements-là. Alors là, on a un problème. Nous pourrons en discuter à la période d'échange. Bon, on leur a demandé encore s'ils connaissaient les ressources. Donc, la question était, si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services? Il y a quasiment un homme sur 10 qui a dit « Non, aucunement. J'ai aucune idée de ces services-là. » De manière générale, mais c'est 21 des hommes qui présentent un indice de détresse élevé qui ont dit « No clue. J'ai aucune idée de quelles sont les ressources accessibles. » Quand même, c'est vraiment préoccupant. Et les hommes moins scolarisés aussi rapportent ne pas connaître du tout les ressources. Bon, il y en a 23 qui disent « Ah, j'en connais pas vraiment. » Probablement qu'ils n'en connaissent pas du tout, en tout cas, ils connaissent très peu. Et encore une fois, 37 des hommes qui ont un indice de détresse psychologique disent « je ne les connais pas vraiment ». Donc, si on cumule ces deux proportions-là, ça fait que dans la majorité des hommes qui ont un indice de détresse psychologique élevé, ne connaissent pas les ressources, grosso modo. Et donc, il y en a seulement 26 qui disent tout à fait les connaître. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est beaucoup les hommes qui ont un diplôme universitaire, qui sont plus fortunés, qui connaissent bien les ressources. Donc, encore une fois, c'est tous des éléments qui contribuent à accroître les inégalités sociales. Bon, là, on leur a posé encore une question un peu hypothétique, mais qui est quand même fort intéressante, à savoir, si vous avez des difficultés psychosociales importantes, OK? Quelle est la probabilité, sur une échelle de 1 à 10, que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait? Donc là, c'est vraiment avec là, une recommandation d'un intervenant. Là, OK? Mais vous constatez là, que la probabilité est quand même assez faible. C'est jamais plus haut que 6,7 sur 10, ce qui n'est pas très élevé. Et ça, c'est pour le suivi en présence avec un intervenant psychosocial. Et là, vous voyez, ça descend. Donc, un suivi par vidéo. Un suivi par téléphone, c'est 6,1 sur 10, la probabilité qu'il consulte. OK? Un service de consultation ponctuel par téléphone, comme une hotline, un peu comme les Soussaction Montréal, par exemple, 5,7 sur 10, la probabilité. Un service de clavardage en ligne, un peu comme ce qu'on a mis en place avec la stratégie numérique là, de prévention du suicide, 5,2 sur 10. Ça veut dire, je consulterais, c'est une chance sur 2. Tu flippes ta pièce de monnaie, puis tu as une chance sur 2 de consulter, grosso modo, c'est ce qu'ils nous disent les hommes. Et une intervention en ligne auto-administrée, 4,7 sur 10. Ça me fait un peu sourire parce que c'est mon équipe et moi qui avons développé Aller mieux à ma façon, qui a été beaucoup promue pendant la pandémie, qui est un outil de soutien à l'autogestion et donc autonome en ligne. Et donc, les hommes, c'est pas quelque chose qui les intéresse bien, bien. Donc, on constate aussi avec cette diapo-là que plus on s'éloigne du contact humain en personne, moins les hommes sont enclins à consulter. Vous voyez vraiment, le contact en personne, c'est le suivi en présence. Et là, plus on descend, plus les contacts sont éloignés. Tu sais, vidéo, au moins on voit la personne. Téléphone, on fait juste l'entendre. Après, c'est un truc ponctuel et finalement, avec l'autogestion à la fin, bien, sont moins enclins à consulter. Et encore une fois, les hommes moins scolarisés et moins bien nantis sont moins enclins à consulter que les plus fortunés. Donc, nos hommes à risque, là, ceux qui ne vont pas bien, là, beaucoup de réticence à consulter. Très peu enclins à le faire. Donc, ça m'amène tranquillement vers ma conclusion. La pandémie a davantage affecté la santé mentale des hommes montréalais que ceux des autres Québécois. Il y a d'importantes inégalités sociales de santé car les hommes peu scolarisés et moins nantis sont plus nombreux à présenter un indice de détresse psychologique élevé, moins nombreux à connaître les ressources et à vouloir les utiliser et moins nombreux à avoir accès à l'équipement nécessaire pour la consultation par vidéo.
La santé mentale des jeunes hommes de 18 à 34 ans semble particulièrement affectée par la pandémie. Alors ça, on a besoin de recherche supplémentaire pour mieux comprendre ce phénomène-là. Bien entendu, à 18-34 ans, c'est le moment où tu vas au cégep, à l'université, tu as besoin de socialiser, de rencontrer des hommes, des femmes pour fonder une famille, peut-être. En tout cas, j'extrapole un peu, mais c'est l'idée que là, la pandémie a vraiment des impacts très, très importants chez ces hommes plus jeunes-là par rapport à des hommes qui sont plus établis, qui ont déjà leur famille, voilà, et leur emploi et tout. La majorité des hommes montréalais connaissent peu les ressources. Donc, on a encore un effort supplémentaire à faire pour mieux les faire connaître. Là, la bonne nouvelle, c'est que sur le portail Santé Montréal, le Comité régional en santé et bien-être des hommes a mis à la disposition un répertoire de ressources sur l'île de Montréal pour les hommes. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, il va falloir en faire la promotion parce que pour le moment, je ne pense pas que c'est très connu à Montréal. Les hommes préfèrent donc les consultations en personne, alors que plusieurs services sont passés à un mode en distance pendant la pandémie. Donc ça, c'est un problème à mon avis, parce que c'est un obstacle de plus pour amener les hommes à consulter s'ils pensent d'avance que c'est moins efficace. Les hommes estiment peu probable qu'ils utiliseraient les services proposés par un intervenant, même s'ils traversaient des difficultés importantes. Donc là, ça, on se confronte toujours au même problème sans arrêt. Donc je pense qu'il va falloir être un petit peu plus novateur dans nos solutions. Donc on pourra en discuter. Et plus on s'éloigne du contact humain en personne, plus la probabilité d'utiliser le service est faible. Parce que c'est une probabilité estimée, parce que c'est ce qu'il rapporte qu'il ferait, là, mais quand même. Donc ça, c'est inquiétant. Donc, des pistes d'action à discuter lors de notre période d'échange. Donc, premièrement, les inégalités sociales, vous avez vu, c'est en filigrane là, tout au long de la présentation. Donc, pour réduire les inégalités sociales, c'est pas vrai que c'est juste en améliorant les services. Je suis désolée, là, les inégalités sociales par rapport à la détresse psychologique, ça arrive en amont de la consultation des services. C'est causé par une répartition inégale de la richesse et des ressources et qui a un impact sur les conditions de vie matérielles et sociales des gens. Donc, il faut améliorer ces conditions de vie-là. Et quand je parle de conditions de vie, c'est les conditions de travail, le revenu auquel les gens ont accès, c'est la qualité du logement qu'ils peuvent occuper. Là, on sait qu'il y a une crise du logement aussi actuellement au Québec. Donc, je le sais que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup de leviers par rapport à ces déterminants sociaux de la santé. J'en suis consciente, mais quand même, il ne faut pas se leurrer. C'est là qu'est le nerf de la guerre, entre autres. C'est d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de défavorisation socio-économique. Bon. Il faut aussi mieux informer les hommes des bénéfices qu'ils peuvent retirer de la consultation d'un intervenant psychosocial parce que, de toute évidence, chez les hommes vraiment en détresse, ils n'ont pas vraiment l'impression que c'est quelque chose qui pourrait les aider. En tout cas, une proportion importante d'entre eux. Donc, il faut travailler par rapport à notre message là-dessus. Il faut mieux informer les hommes des ressources disponibles. Ils ne sont pas au courant que les ressources existent et ils n'iront pas les consulter non plus. Ça, c'est un élément que ça doit faire 15 ans que je ramène tout le temps, l'idée d'être plus proactif, d'aller à la rencontre des hommes en détresse plutôt que de rester assis dans nos bureaux à attendre qu'ils viennent cogner à notre porte. Donc, je pense que ça aussi, il faut faire un effort supplémentaire pour sortir dans la communauté puis essayer d'aller les trouver où ils sont, dans les endroits naturels qu'ils fréquentent. Ça peut être aussi niaiseux qu'à l'épicerie, à la station de métro ou dans des parcs. Maintenir les services en personne dans toutes les ressources. Moi, je pense que c'est un must là, parce qu'on voit vraiment que les hommes, ils préfèrent en personne, et ils trouvent les consultations à distance moins efficaces, donc ça serait vraiment important de les maintenir. Il faut réduire la fracture numérique parce que là, la preuve, là, vous écoutez la conférence, vous n'avez pas vraiment de problème à vous connecter puis à avoir accès aux informations importantes qui circulent sur Internet puis à avoir accès aux ressources à distance, mais il y a une proportion importante d'hommes qui n'ont pas accès à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de militer pour réduire cette fracture-là. Et bien, je pense que ça serait important, c'est une recommandation, ça plus pour les chercheurs, mais d'examiner l'efficacité des interventions à distance et les conditions optimales aussi de leur utilisation. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est juste le début des échanges. Maintenant, on peut discuter tous ensemble de ce que ça résonne chez vous, ces résultats-là. Merci de votre attention.